Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être là et donc je remercie bien évidemment Armand et toute l'équipe scientifique et d'organisation des Java. L'idée, c'est de parler des patients obèses et d'essayer de vous donner quelques messages qui peut-être vous apporteront des modifications de nos pratiques au lit du malade et en particulier des patients obèses. Alors pourquoi ce sujet est important? Alors voilà, ça sera les 10 points que je vais essayer d'aborder dans le temps qui m'est imparti. C'est important parce que vous le savez tous, hein, donc il suffit d'ouvrir la télé ou de lire n'importe quel journal pour savoir que l'obésité est aujourd'hui, comme on dit, la première épidémie non infectieuse du monde. Et puis, donc ça augmente de partout. Juste ces chiffres pour la France, hein, je ne vais pas faire le défilé de ce qu'il y a dans les États-Unis et ainsi de suite. En France, vous avez à peu près un Français sur deux qui est en surpoids. Surpoids, c'est-à-dire un BMI supérieur à 25 avec des variations nord-sud. L'endroit où il y a le plus de patients obèses, c'est le nord, c'est 25% de la population, et l'endroit où il y a le moins d'obèses, c'est la région parisienne, il y a 10%. Donc c'est pour avoir une idée. Donc les réanimations de l'Île-de-France en général sont censées avoir moins d'obèses que les réanimations du nord et aussi du sud. Donc ça c'est le premier point, mais il y en a bien évidemment partout. Donc c'est pour ça que dans vos services de réanimation, à partir des années qui viennent, vraiment ça va augmenter de plus en plus ces patients et puis on va voir leurs spécificités. Alors je vais résumer rapidement juste pour ce dont on a besoin pour les plus jeunes. Il y a plusieurs modifications du patient obèse qui atteignent tous les organes. On va se concentrer sur le système respiratoire. Premièrement, vous avez vu qu'il y a donc le syndrome obstructif. Donc ça, tous les obèses ont ça. Plus le patient est obèse, plus le patient a un BMI élevé, et plus donc le collapsus des voies aériennes supérieures est important. Donc c'est pour ça que peut-être, ça a été démontré dans un travail, je le remonterai par Alexandre Demoule, que les patients obèses sont des patients qui sont des très bons candidats à faire de la VNI. C'était un facteur en tout cas associé à un succès de la VNI. Ensuite, vous avez tous les autres modifications des volumes pulmonaires. On va faire très simple, brièvement, il y a un syndrome restrictif global. Tous les volumes pulmonaires sont diminués, essentiellement la CRF est diminuée, et les mécanismes sont assez facilement compréhensibles avec donc la masse graisseuse, le poids de tous les autres organes, en particulier les organes viscéraux de l'abdomen, tout ce qui est graisse thoracique, et donc ça va complètement appuyer. Et tout à l'heure, quand Laurent parlait ce matin des patients obèses, parce que finalement à chaque fois on les cite comme des patients différents, ça se comprend aisément, et c'est peut-être pour ça que vous verrez dans la conclusion, ça sera aller vers une médecine personnalisée de ces patients obèses, et ça c'est très très important, et on verra pourquoi on va modifier ça. Alors ça c'est assez vieux, c'était des travaux essentiellement italiens de l'équipe de Gattinoni et Pellozzi à l'époque, tout simplement pour vous montrer que en abscisse vous avez le BMI, plus le patient donc a un BMI élevé, plus vous avez une réduction des volumes pulmonaires et bien évidemment une altération de votre oxygénation. Ceci va conduire à des atélectasies et c'est ce que vous voyez chez quasiment tous les patients, mais encore plus marqué chez les patients obèses. Et bien évidemment, c'est un des principaux motifs d'hypoxémie chez ces patients. Un patient obèse, rien que le fait de l'allonger, vous allez observer, regardez cette atélectasie. En haut, vous avez un patient non obèse qui a une anesthésie générale et immédiatement après, on regarde ce qui se passe. Donc ça, on voit ça chez tout le monde. Sachez que chez n'importe quel patient qu'on a préoxygéné en ventilation, j'allais dire, pas positive, eh bien, vous allez avoir des atélectasies. Ça se forme en l'espace de 30 secondes à 1 minute. C'était les fameux travaux de Goran et d'Insterna. Par contre, le patient obèse, lui, ce n'est pas des atélectasies de 10% de volume, mais ça peut atteindre des fois jusqu'à 30% des volumes pulmonaires chez les plus grands patients obèses. Donc c'est extrêmement important d'anticiper ça, et peut-être que la pression positive est importante. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Donc c'est le résumé de ces modifications sur ce schéma qui résume tout. Donc c'est important dès le début de notre histoire en réanimation, donc c'est la préoxygénation et l'intubation. Alors les spécificités, bien évidemment, ont été extrêmement étudiées en anesthésie, et puis toute la littérature en anesthésie donc a servi pour les travaux en réanimation pour le côté airway. Et effectivement, on retrouve le BMI qui revient partout. Le BMI est un facteur de mauvaise ventilation. Donc ça, c'est justement paradoxal avec la VNI, puisqu'on a besoin de ventiler au masque. Donc c'est un des critères de mauvaise ventilation au masque, mais aussi c'est un des critères d'intubation. Donc on le retrouve dans différentes études. Et ça a été également retrouvé dans un travail
qui a été coordonnée au CHU de Montpellier. On a pris tous les services de réanimation et tous les services d'anesthésie, puis on a voulu comparer les patients au bloc versus les patients en réa et les patients obèses et les patients non obèses. Brièvement, je la fais très très courte, quand un patient est obèse, c'est ça là, et qu'il est intubé en réanimation, globalement, c'est pas terrible, quoi. C'est une intubation difficile, et c'est une intubation qui est difficile et associée dans la plupart du temps, à plus de 50% des cas, à une complication vitale. Donc ça reste quand même assez grave d'être obèse en réanimation et d'être intubé dans ces cas-là, donc il faut vraiment anticiper. On avait développé avec donc l'équipe, et Audrey de Jong avait mené ce travail pour développer le score de Makocha. Et dans ce travail, dans ce second travail, le score de Makocha avait été validé chez les patients obèses et on retrouvait donc l'intubation difficile avec comme facteur prédictif un mal-empathie de 3-4, une limitation donc de la mobilité cervicale et bien sûr la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil. Dès que vous avez ça, en fait, il faut considérer votre patient comme un patient à haut risque d'intubation difficile et il vaut mieux, s'il faut les intuber, j'allais dire, en heure ouvrable avec les collègues que d'attendre 3 heures du matin pour le faire chez ces patients. Donc ça c'est pour rappeler ce que je vous disais au début, l'atelectasie qui survient, ça c'est chez des patients obèses. D'emblée vous avez une atelectasie dès que vous induisez une mise en décubitus dorsal et une induction d'anesthésie générale. Ça c'est clair, c'est chez tout le monde et encore plus marqué chez l'obèse. Il suffit juste de mettre une pression positive rapidement pour prévenir. Et encore une fois, il faut à chaque fois rappeler que la PEP ne recrute pas, hein, ça on le dit toujours, la PEP prévient le dérecrutement, et ça c'est l'archétype de dire si on laisse une pression positive pour préoxygéner les patients, on essaye de maintenir au mieux les poumons ouverts, hein, Lola. Maintenir le poumon ouvert, c'est mieux que de le laisser se fermer et se réouvrir, et donc c'est mieux être préventif que curatif dans ces cas-là. Donc ça c'est des patients obèses au bloc opératoire, donc c'est pour ça qu'on a mis en place dès les travaux la ventilation pression positive chez ces patients, rien que le fait de les mettre sur le dos, quand ils arrivent, ils sont déjà à 87, 88 de saturation. Et dans ce travail, on avait montré qu'en faisant de la préoxygénation au bloc opératoire avec de la VNI, donc de la pression positive, hein, c'était assez simple, c'était de l'aide respiratoire entre 8 et 10 et une PEP à 6, on pouvait améliorer la qualité de l'oxygénation par 2 critères, ça allait beaucoup plus vite. Ici on prenait un critère qui est la FeO2, donc c'est la fraction expirée d'oxygène, donc ça c'est disponible sur les respirateurs d'anesthésie, c'est un espèce de surrogate de la réserve d'oxygène qu'il peut y avoir dans le poumon à la fin d'une préoxygénation. Il y a 2 choses, vous voyez là c'est 5 minutes de préoxygénation, on avait été au maximum et on voit qu'en faisant de la pression positive on atteignait plus tôt, donc certains patients sont claustro donc ne peuvent pas rester trop longtemps, vous voyez on atteignait plus tôt les valeurs hautes et à la fin de la séance de préoxygénation on avait des valeurs plus hautes chez ces patients. Donc c'était pareil, bien évidemment en réanimation, c'était exactement la même chose dans ce travail qui avait été reproduit avec quelques patients obèses, on l'avait regardé et finalement on retrouvait la même chose. L'autre point qui peut être assez intéressant, c'est de se familiariser avec les vidéolaryngoscopes. Alors il y a plusieurs littératures, alors les vidéolaryngoscopes c'est un sujet de controverse extrêmement intéressant. Le vidéolaryngoscope n'a d'intérêt que si vraiment on a l'expertise dessus. Pour avoir une expertise d'un vidéolaryngoscope, c'est environ 50 procédures. Donc ça c'est extrêmement important, puisqu'on voit certaines études qui sont faites, on voit que les opérateurs n'ont pas l'expertise, donc c'est sûr qu'on peut avoir des résultats négatifs. Si on est en dessous de 50 procédures, l'expertise n'est pas atteinte pour la vidéolaryngoscopie. Ça c'est une étude en cours de soumission, c'est une méta-analyse qui montrait qu'en utilisant les vidéolaryngoscopes donc, chez ces patients, c'est essentiellement des patients donc obèses, moitié étaient au bloc et moitié étaient en réa, et donc ça permettait d'avoir une meilleure visualisation de la glotte, comme vous le voyez là, quel que soit le type de vidéolaryngoscope utilisé. Donc c'est peut-être intéressant pour l'avenir de se familiariser et surtout d'avoir l'expertise si on veut l'utiliser à bon escient. Les modes ventilatoires, il y a un éternel débat, on entend toujours partout dire « Ah, moi j'ai un patient obèse, je lui mets en pression ». Ça c'est un truc qui marche toujours, c'est impossible de ventiler un malade en volume obèse alors compression. C'est totalement faux. En fait, c'est simplement, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle et il faut comparer ce qui est comparable puisque pendant des années, il a été comparé les pressions de crête à des pressions donc d'insufflation dans la pression contrôlée. Donc finalement, ce n'était pas les deux pressions qu'il fallait comparer. Si on veut comparer ce qui est comparable, c'est grosso modo comparer les pressions téléinspiratoires, ce qui reste vraiment dans l'alvéole,
tout simplement comparer la pression de plateau et la pression d'insufflation dans la pression de contrôle. Et quand on fait ça, globalement, il n'y a aucune différence. Dans ces cas-là, effectivement, on aura toujours des pressions de crête plus élevées du fait des résistances plus élevées, mais globalement, il n'y a pas un intérêt à faire l'un ou l'autre de plus, quoi. Donc les deux sont équivalents, ça c'est une question d'habitude. Et comme d'habitude, si vous mettez en pression, attention au volume, et l'inverse, si vous êtes en volume, attention aux pressions. Donc il n'y a pas d'étude qui en tout cas montre qu'il y a une supériorité du mode. Le volume courant, ça c'est important. Alors ça a changé ces dernières années. Il y a deux travaux qui s'étaient intéressés aux SDRA et aux patients obèses. Alors ces travaux sont assez intéressants. Pourquoi? C'est parce qu'en finalement le message, c'est que les patients obèses développaient plus de SDRA. C'est-à-dire quand on prenait tous les patients qui étaient admis en réa, obèses et non obèses, avec des poumons sains au départ, qui n'avaient pas les critères de SDRA, et puis on les suivait dans le temps, on regardait, finalement, les patients qui étaient obèses avaient plus de SDRA. Vous voyez, c'est ce que vous voyez ici. Alors bon, une des explications, alors qu'ils avaient moins de mortalité. Donc ça, on ne va pas avoir le temps d'en parler, c'est le paradoxe de l'obèse. Ça, c'est un éternel débat. Les obèses sont beaucoup plus graves, mais ils meurent moins. C'est une controverse, on pourra en discuter si on a le temps tout à l'heure. Mais une des explications, en tout cas, pourquoi ils développent ça, c'est probablement, vous voyez, c'est ce que vous voyez ici, probablement qu'ils recevaient des volumes plus élevés. Vous voyez, les patients obèses dans les deux études avaient entre une fois et demie, 2 fois à 3 fois plus de risque de développer un RDS. Donc à sévérité égale à l'admission. Donc une des explications qui pouvait être trouvée, c'est ça. C'est qu'en fait, vous voyez ici ces deux patients, un patient obèse, un patient non obèse, et en fait, souvent, on apprend à l'école que il faut ventiler les patients avec, on avait appris au début, à 10 000 kg, puis ensuite 8 000 kg, et puis 8 000 kg, si on fait 8 000 kg, ou même 6 000 kg, c'est le poids réel. Les gens font souvent le poids réel. Or, c'est le poids prédit qu'il faut faire. Et ça change tout. Si vous avez un patient qui pèse 120 kg, si vous le ventilez avec 10 000 kg, ça fait 1,2 litre. Si vous le ventilez à 6, vous voyez, ça fait quand même 720 millilitres. Alors qu'en fait, ce malade a des volumes des poumons identiques à un patient non obèse ayant la même taille. Donc c'est-à-dire que le volume des poumons, ça on le répète depuis des années, c'est vraiment proportionnel uniquement à la taille du patient. Et donc deux patients peuvent avoir un poids différent, mais s'ils ont la même taille, ils auront les mêmes volumes pulmonaires. Ça c'est important. On verra que la pression est différente. Effectivement, il faudra les mêmes volumes, mais par contre, vous verrez que la PEP c'est différent parce qu'il faudra le maintenir ouvert. Ça c'est complètement important de mettre ça, et donc vouloir à tout prix mettre des gros volumes à tout prix chez un patient obèse est une erreur. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi pendant ces dernières années, en fait, on avait plus de SDRA chez ces patients. C'est vraiment des choses assez importantes aujourd'hui parce qu'on a vraiment les études qui ont été faites avant, c'était une époque où peut-être on ne prenait pas le poids et la taille de tous les patients, mais grâce à toutes ces études que l'on fait depuis, j'allais dire, 20 ans, aujourd'hui, il n'y a plus une réa qui n'a pas le poids et la taille, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est important. Une méthode très simple de se souvenir de idéal predicted body weight, le poids prédit, c'est taille moins 100 chez l'homme et taille moins 110 chez la femme. C'est extrêmement simple, vous pouvez l'utiliser au lit du malade rapidement. Alors donc le même volume, mais la pipe plus élevée. Alors la pipe, alors là c'est un grand débat chez le patient obèse, et là il y a une littérature qui est peut-être une des plus abondantes et qui n'est pas résolue. Donc ça rejoint la controverse de Alain et d'Armand et tout ce que nous a dit Laurent ce matin. Alors, en fait, il y a des études toutes récentes, vous voyez, c'est vraiment des études assez récentes, 2017-2018, qui sont faites au bloc opératoire, où on dit que si on veut optimiser la pipe, alors ils utilisent différentes méthodes, soit de l'EIT, ce qu'on a vu tout à l'heure, soit de l'EIT, soit de la pression transpulmonaire à l'aide d'une pression ésophagienne, et globalement, ça va de 15 à 20, il y a même des études qui vont jusqu'à 25, et même 30 cm chez certains patients, si on veut maintenir une pression transpulmonaire, donc positif, ça veut dire, ça traduirait un maintien ouvert de toutes les alvéoles donc de l'index expiratory lung volume positif. Alors, le deuxième élément majeur, c'est ce travail qui, pour moi, je vous recommande de le lire. Il faut absolument lire ce papier. Si vous venez à la Java, c'est que vous connaissez vraiment la ventilation. Il y a tout dans ce papier. Voilà, des critiques, bien évidemment. Et c'est un magnifique papier donc de l'équipe de Boston.
où finalement la conclusion, je vais pas vous la reprendre, donc ils font la méthode, je vais faire simple, Daniel Telmore, c'est de maintenir donc la pression transpulmonaire, ils font en pression ésophagienne, en pression ROM ou en pression ésophagienne positive. Vous voyez, donc c'est ce que vous voyez ici, la PT, pression transpulmonaire en fin d'inspiration et en fin d'expiration. En baseline, souvent elle est négative ou très basse. Quand vous mettez PIP 0, vous voyez, elle est négative. Et le but, c'est de l'ouvrir. C'est vraiment ce qu'a fait Telmore. Et donc, vous voyez, ils vont titrer pour avoir, c'est l'étude qui est actuellement, enfin, chez les patients non obèses, qui est négative, mais on verra. Et là, hop, vous devez positiver ces valeurs-là. Pour avoir une valeur positive de ça, les pipes moyennes qu'il faudrait avoir, c'est 20 cm. Donc, si on veut appliquer cette technique, je ne sais pas ce qu'en pensent Alain et Armand dans leur controverse, c'est 20 cm de pipe. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un fait 20 cm de pipe chez les patients obèses dans la salle? Je crois pas, hein. Armand, je pense que c'est celui qui a raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est un ami, c'est je pense que c'est pas pour... mais c'est vrai, il faudrait garder le cœur aussi avec. Donc je pense que ça serait l'avenir. C'est impossible de travailler sur le poumon sans regarder l'hémodynamique, c'est impossible. Et là, c'est un modèle expérimental extraordinaire. C'est-à-dire, à mon avis, 20 cm, nous on le fait des fois, et fait, il ne se passe rien sur le cœur chez les patients obèses. Et donc tu as raison, Armand. Et des fois, il y en a, ils vont même jusqu'à 30. Un papier d'Amato qui n'est pas encore publié, je ne sais pas si tu l'as vu, Alain, où il a des PEP jusqu'à 30, 32 chez des malades pour avoir pression transpulmonaire positive. Donc c'est vraiment, ça change tous nos paradigmes sur ces patients obèses. Et c'est ce que dit en fait Armand, c'est qu'il ne faut pas faire du poumon tout seul sans regarder de l'hémodynamique et peut-être que le cœur droit, enfin peut-être regarder l'écho dessus. Et donc ça c'est important. Là sur cette étude, il y a des patients qui avaient besoin de 28. Donc voilà. Donc si déjà on arrive à passer à des valeurs de 15, 16 sur des patients, que ce soit des patients à poumon sain ou à poumon malade. Donc vraiment, il y a tout à faire sur ce sujet. Alors par contre, une petite déception, mais c'était déjà... En fait, si on lit bien ce papier entre les lignes, le travail que l'on avait fait à Montpellier, coordonné par Audrey de Jong, on voulait regarder finalement si la pression motrice, cette fameuse driving pressure qu'on met partout, était valable ou pas chez les patients obèses. Donc on a repris toute notre série. On avait donc 362 patients et on avait regardé les patients non obèses ici et les patients obèses. Finalement, les patients non obèses, on retrouvait exactement la même chose que ce qui avait été publié quelques mois précédemment par Claude Guérin et Laurent Papazian lorsqu'ils avaient poulé leurs deux études, Proceva et Accurasis, où finalement on retrouvait ça. Ça veut dire qu'il y avait une différence entre les patients décédés et les patients survivants à J90, où les driving pressure étaient de 15 versus 12 avec une différence significative. Donc ça pouvait expliquer donc cette association entre décès et survivants. Et par contre, chez les patients obèses, non. NS. Et c'est ce qu'on voit ici. Quand vous prenez ce fameux cutoff de 14 cm de Marcelo Amato, vous voyez que les non-obèses, on retrouve la même courbe partout, qui est rapportée dans la plupart des études, entre les morts et les supérieurs ou inférieurs à 14 cm. Et par contre, chez l'obèse, ceci ne sort pas. Et donc ça se comprend aisément, puisque vous voyez bien que d'abord, ils ne sont pas ventilés de la bonne manière, et ils ont une mécanique ventilatoire totalement différente, avec donc cette fois, pour reprendre les discussions des présentations, une compliance de la paroi complètement différente. Donc ça c'est assez important. Donc tous ces concepts de driving pressure, prudence avant d'être transférés chez les patients obèses pour l'instant. Les manœuvres de recrutement, ça, s'il y a peut-être une population qui pourrait avoir l'intérêt, c'est eux. Ça, c'est le deuxième, peut-être plus beau travail que j'aime toujours citer le plus, donc ce travail qui était fait par Gorin et Sternin, c'est les gens voulaient regarder l'intérêt de la PEP seule versus l'intérêt de la manœuvre de recrutement chez des patients obèses. Chez des patients obèses là, qui vont être opérés au bloc, donc on les prend avant qu'ils aient leur chirurgie bariatrique, et on leur fait un scanner. Donc ça, c'est le scanner des deux groupes. En haut, un groupe qui va avoir une PEP assez élevée de 10 cm, mais peut-être qu'il fallait plus, et des manœuvres de recrutement, c'était 55 cm pendant 10 secondes. Et au milieu, c'est l'association des deux, la fameuse manœuvre de recrutement plus une PEP haute. On endort les patients, tous les patients endormis vont avoir une atélectasie assez importante. Ceux qui ont une PEP, malheureusement, ça ne se lève pas, donc la PEP ne recrute pas, c'est clair. La manœuvre de recrutement, c'est ce que tout à l'heure a montré Alain, sauf que là, c'est un scanner qui est fait à la fin de la manœuvre de recrutement après. Donc, à la fin de la manœuvre de recrutement, le poumon s'est refermé.
malheureusement, il n'y a pas une PEP assez haute. Et par contre, ceux qui vont avoir la manœuvre de recrutement, c'est-à-dire open the link and keep it open, par une PEP élevée, bon, eux vont par contre ouvrir le poumon et le maintenir ouvert. On fait ça à 5 minutes et on fait ça à 20 minutes et ça marche toujours à 20 minutes. Donc ça c'est important, on comprend mieux pourquoi au lit du malade, vous avez des malades avec qui vous mettez une PEP, des fois qui monte peut-être pas assez haut et que ça marche pas très bien, ou alors que vous faites des manœuvres de recrutement et ça se referme après. C'est l'association des deux, si on veut que ça marche bien chez ce type de patient, et c'est encore plus vrai chez les patients obèses. La position, je vais aller assez vite, il y a des grandes études, pas mal, qui montrent que bien évidemment il faut mettre le patient vraiment le plus assis possible, et ça c'était déjà démontré chez tous les patients, mais alors s'il y en a un qui peut en bénéficier, c'est bien le patient obèse. Éviter de le laisser totalement allongé, ça c'est clair, et puis essayer vraiment de les mettre dans des positions assis. Et puis concernant le DV, nous on avait rapporté, parce qu'on a une population assez importante de patients obèses dans nos départements, et là on a montré que les patients obèses en SDRA pouvaient, et je dis bien bénéficier, de la prone position plus que les patients non obèses, puisqu'ils avaient un gain en termes de PaO2 sur FiO2, vous voyez ici, assez explosif. C'est normal puisque la capacité de réouvrir est plus importante, donc on recrute beaucoup plus puisqu'ils a été beaucoup plus fermés. Donc ça c'est important de savoir, et surtout globalement ce travail montrait la faisabilité, la safety et l'efficacité, et on avait montré dans plusieurs présentations la procédure que l'on faisait. Alors bien évidemment il faut idéalement avoir du matériel, j'ai pas le temps d'en parler, il faut avoir des lits dédiés obèses, d'avoir des potences. Si vous avez un recrutement important, il faut vraiment que dans votre plan d'équipement, vous mettiez vraiment le lit et tout le matériel pour les obèses, et à mon avis il faut le faire systématiquement. Je crois que dans toutes les nouvelles réas, c'est dans toutes les chambres fait automatiquement vu la population. L'épreuve de ventilation spontanée, alors les spécificités, on va voir que c'est effectivement, il se démarque encore une fois. Juste à noter que dans toutes les, là je prends celle-là, mais dans toutes les conférences de consensus sur le sevrage, on n'en parle pas, on les différencie pas, alors qu'il faudrait peut-être le faire. Et on avait mené ce travail avec Martin Mahul et surtout l'aide importante de Laurent, si finalement ils allaient se démarquer ou pas. Donc on avait fait la procédure, on va dire que j'appelle Créteil, où il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est un patient obèse ici, vous avez tout le matériel, le respirateur. On avait pris celui-là parce que ça permettait de mesurer la CRF, l'équivalent, et tout le bench complètement. Puis on avait même fait des stimulations magnétiques pour Alexandre Demoule. Et voilà ce qu'on avait comparé. On avait comparé un niveau qui était ED 7 PEP 7, ED 0 PEP 7, ED 7 PEP 0, c'était ce qui est recommandé par les travaux, et ED 0 PEP 0, la pièce santé. Donc vous avez les fameuses courbes habituelles. Vous avez d'en haut, vous avez ici le débit, la pression ésophagienne, la pression dévasogène, la pression gastrique et la PDI. Et vous voyez que finalement, quand on regarde, voilà le résultat. Finalement, ce qui prédit l'effort inspiratoire du patient après l'extubation, c'est on essaie de trouver quelle est la meilleure procédure, la meilleure épreuve de ventilation spontanée qui va mieux mimer ce que fait le patient après. Vous voyez ce que fait le patient ici, par exemple si on prend les swings de piezo, ici il est aux alentours de 17 cm, et c'est la pièce santé et l'aide inspiratoire à 0 et la PEP à 0. Alors que si on mettait ici une épreuve de ventilation spontanée utilisant une pression positive, que ce soit de l'aide ou de la PEP, on voit que le patient est déchargé en fait, donc on sous-estime réellement ce que ferait le patient. Donc là, c'était la conclusion de ce travail, encore une fois physiologique, c'est du crossover, chaque patient son propre témoin, et donc ce qu'on peut retenir, c'est ça. Donc si on doit faire une épreuve qui reflète le mieux, c'est la même chose, ça vous voyez, ça c'est la ligne de 0, globalement, aujourd'hui avec les respirateurs modernes, ED 0, PEP 0 et la pièce santé reflèteront le mieux ce que fera le patient après. Un message important, bien évidemment, même ça on le répète toujours, je sais qu'il y a beaucoup de kinés dans la salle, pensez toujours que lorsque vous devez extuber, c'est demander le patient à gonfler les poumons, et c'est à ce moment-là que vous devez extuber le patient, et non pas en l'aspirant, et non pas à la fin d'une expiration, puisque vous majorez le collapsus, mais ça c'est important, mais c'est encore plus vrai chez le patient obèse. Et encore un autre message, ces patients obèses sont à haut risque de stridor post-extubation. Ils ont déjà de base une hyperactivité bronchique plus notable, et on le retrouve dans différentes études. L'obésité,
Donc un BMI élevé est associé à plus de survenue de stridor. Ça avait été déjà rapporté par Jean-Pierre Fratt dans ce travail où il avait montré que l'incidence du stridor était 5 fois plus élevée chez les patients obèses, 15% versus 3%. Donc c'était vraiment déjà quelque chose qu'on connaissait depuis plusieurs années. Et il rappelait également que l'intubation difficile était double chez les patients obèses que les patients non obèses. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on peut faire chez ces patients en post-extubation? Quel est le support ventilatoire idéal? Alors, ça pourrait prendre la journée pour en parler. Est-ce qu'il faut leur faire ici de l'oxygénothérapie à haut débit? Est-ce qu'il faut leur faire de la VNI de la CPAP? Est-ce qu'il faut leur faire, pour ceux qui sont leur machine, ça suffirait de la CPAP? Donc il y a plusieurs débats. Alors c'est un grand champ d'exploration en tout cas pour la recherche. Sachez que ce qui est pas mal aujourd'hui, c'est que la VNI, ça peut rendre service, surtout chez les patients post-opératoires, vu les dysfonctions diaphragmatiques qu'on peut avoir, comme le montre cette méta-analyse. Donc là, il y a un effet bénéfique sur les complications post-opératoires de la VNI. Il y a ici ce travail que, en le relisant d'une autre manière de Alexandre et Laurent et Jean-Christophe qui avaient mené, on montre qu'un BMI élevé, vous voyez, est associé ici à un facteur de succès de VNI. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il tolère bien, mais probablement ça s'explique par ça. C'est quand vous faites de la VNI, mais alors encore plus chez les patients obèses, en fait on fait de la VNI pour sa pression positive. Ici vous voyez pour le poumon, ça marche. Donc ça c'est l'effet poumon, mais aussi pour les voies aériennes. Et encore plus chez les patients obèses. C'est pour ça que probablement dans ce que vous avez trouvé, Alexandre, il y avait peut-être ça, cette part un peu d'équivalent de syndrome apnée des SAS-like qui pourrait expliquer ces bénéfices chez ces patients. Toujours, chaque fois que c'est possible, mettre assis le patient. Ça, c'est vraiment l'idéal à chaque fois. Et puis, la VNI post-extubation chez les patients obèses, en fait, il n'y a qu'une étude aujourd'hui curative. C'est cette étude case control qui est rétrospective. Et on a une étude qui va bientôt commencer. Donc, vous serez sûrement, beaucoup d'entre vous, on vous proposera de participer à cette étude qui est une étude VNI Optiflow post-extubation chez le patient obèse tout venant. Enfin, dernière diapo, vous avez une grande limite. À chaque fois que vous regardez la mode, c'est bien évidemment l'early mobilization, la réhabilitation et ainsi de suite. Un facteur qui revient souvent, c'est l'obésité pour mobiliser les patients. Et ça, c'est une limite qu'il faudra probablement surmonter. Ça, je le mets parce que si vous allez avoir des obèses de plus en plus dans vos unités, pensez à vous équiper avec des compressions pneumatiques. Il y a les prestataires de services qui le font. C'est important s'il reste très longtemps parce que l'embolie pulmonaire, ça existe. Et enfin, pour mettre tout le monde d'accord, parce qu'il y a un énorme débat sur l'obèse, il y a un message qui est important qu'il faut retenir, à mon avis, c'est il n'y a pas une obésité, mais des obésités. Et ça vous permet peut-être de remettre d'accord toutes les différences qu'il y a dans toutes les études. Par exemple, les études où il y a des méta-analyses de 30 études sur l'outcome. Un tiers trouve que l'obèse, ça survit plus, un trouve NS, et un tiers trouve que ça meurt plus. Mais en fait, on mélange tout. Et à ce jour, il n'existe aucune étude, en réanimation en tout cas, qui se soit intéressée au type d'obésité. Vous avez bien compris que chez l'homme, c'est plutôt la pomme, c'est l'obésité androïde, plutôt du tronc. Chez la femme, c'est plutôt la poire, et c'est plutôt une obésité gynoïde, plutôt les hanches. Et donc, vous comprenez bien que chez l'homme, probablement le retentissement ici est totalement différent sur la mécanique ventilatoire thoraco-abdominale que chez la femme. Et peut-être, je ne sais pas, Alain, sur les courbes que te donne Marcelo Amato, il faut regarder parce que je ne sais pas comment ils sont les Brésiliens, s'ils sont obèses ou pas, mais probablement ça peut expliquer les différences de réponse qu'on peut avoir chez certains malades. Il faut regarder pourquoi ils mettent des PEP très élevés, c'est historique chez eux, les PEP à 12-14, pour eux c'est l'allopep, et ça peut expliquer peut-être ces différences-là, on verra tout à l'heure. Voilà, en conclusion, tout ce que je vous ai dit est sur cette diapo, l'intubation difficile, donc je pense qu'il faut vraiment anticiper. Volume pression, on a dit que c'était pareil. J'espère vous avoir convaincu l'intérêt des volumes pulmonaires, pareil que chez le non-obèse, mais la PEP doit être très élevée, et ça c'est quelque chose qu'il faudra peut-être améliorer à l'aide de l'échographie, donc je dirais la technique Armand est peut-être l'avenir. L'épreuve de ventilation spontanée, je vous ai montré que probablement c'est intéressant de reconsidérer ce qu'on fait comme d'habitude, et c'est des patients à haut risque en post-extubation et qu'il faut peut-être anticiper des extubations chez ces patients. Je vous remercie de votre attention.